bienvenue pour cette émission de rentrée. Donc, on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer, juste pour vous rappeler que nous ne donnons pas de conseils sur cette chaîne. Il faut vous faire votre propre avis et que trader comporte des risques de pertes importantes. Les endroits où vous pouvez nous trouver, donc le site internet pepitortrade.com, l'email 1038trade@gmail.com, le Twitter 10-381, les produits de la boutique que vous trouverez sur le site internet. Donc il y a l'excellent salon MTT avec Tino, Mika, Xavier, Trado, Oli, plus maintenant des nouveautés sur le portefeuille US et des nouveautés à venir sur 2024. Les stratégies de Tradosor également en webinaire. Et puis je vous rappelle, il reste encore quelques places pour notre salon à Barcelone de trading 17, 18, 19 novembre où nous aurons entre autres Tino, David Renan, Olivier Laroche, Julien Flo, Guillaume Rouvier de Hibou, Gilles Santacreux, un trader avec un track record depuis 25 ans qui gagne de l'argent et qui fait des robots. Enfin, vraiment, du très très beau monde cette année. Et voilà, donc nous commençons notre émission de rentrée par du lourd. Donc, Tino à la droite de Tino Trading, animateur du salon MTT. On ne le présente plus, analyse technique, analyse fondamentale. Salut Tino, comment vas-tu? Ça va, quand tu dis lourd, tu veux dire parce qu'on a bien profité de cet été ou Moi j'ai pris 5 kilos, donc je sais pas ce que vous en êtes, mais bon, moi j'ai bien profité, ouais. on est en positif, je pense. D'accord, 5 voilà. kilos, ça va. Et Olivier, donc gestionnaire de patrimoine, que tout le monde connaît également, analyse technique, etc., qui sera présent avec nous à Barcelone. Salut Ouais. Olivier, ton score cet été c'est quoi alors? Combien de En kilos? poids, Ouais. 2 ou 3, un peu moins Ah, que toi, mais je suis peut-être plus jeune, donc plus jeune. j'ai encore une marge de progression. Ça veut J'ai une dire que je marge suis de un papy, progression. d'accord, ok. Donc, émission de rentrée, on va faire simple, on va parler d'un peu ce qui s'est passé au niveau macro, au niveau boursier, au niveau marché cet été, et puis voir si on peut avoir des projections d'ici à la fin de l'année. Tino, tu veux commencer pour nous expliquer un peu comment tu as vécu cet été sur les marchés, la macro, etc. Oui, si tu veux. Ouais. Écoute, euh, c'est un marché volatile, c'est un marché compliqué. Alors, c'est toujours la seule question qu'on peut se poser quand on regarde les indices et quand on regarde le CAC 40, c'est en fait, est-ce qu'on est sur une zone d'accumulation ou de distribution? En Ouais. fait, c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, moi je pense que le marché nous construit une sacrée grande figure. Alors, on peut l'avoir comme un range, comme un triangle, comme un biseau descendant, Ouais. comme chacun tracera comme il le souhaite. En tout cas, ce qu'on constate tous, c'est qu'il y a une C'est figure que qui a... tu aimes ça, toi, dans ta formation, ce que tu expliques, tu as la grande figure et la petite figure. C'est ça, hein. Ouais, ben ouais, en général, enfin en général, pas toujours, mais ce qui est intéressant quand on trade, là on va parler un peu plus de technique, mais quand on trade, c'est quand il y a une figure d'accumulation qui casse par l'eau si on en a l'achat. Et derrière, en général, quand elle casse par l'eau, elle fait un petit pullback et elle fait une mini congestion, ce que j'appelle la petite figure. Et généralement, c'est cette figure-là, la petite, qui est intéressante à trader parce que c'est la figure qui nous offre le meilleur ratio rendement-risque. Donc, la question est de savoir si au niveau du CAC 40, voilà, où on en est aujourd'hui, on est sur des figures effectivement de congestion, ça c'est sûr, et c'est pas une petite figure. Hmm. C'est une figure qui date depuis le début de l'année, quoi. Donc c'est rare, c'est assez rare d'avoir des figures comme ça aussi longues. Et voilà, on arrive un petit peu sur le dernier tiers là. Si on la trace comme un triangle, on arrive un petit peu sur le dernier tiers. Donc ce marché-là, pour moi, nous prépare un mouvement très puissant, Mhm. très volatile, et donc il va falloir s'attendre à une sortie. Je ne sais pas laquelle, on va développer un petit peu plus tard. C'est vrai que quand on regarde la macroéconomie, on a du mal à être positif, mais par contre, quand on regarde les graphiques, ben, c'est loin d'être si moche que ça. Et c'est toute la difficulté de ce marché-là, tant sur le plan technique que sur le plan macroéconomique, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui s'opposent quand même encore. Et il faut bien comprendre que
la macroéconomie ne bouge pas aussi vite que les marchés. Et donc, il faut laisser le temps au temps. Et de toute façon, le marché nous donnera les signaux qu'il faut, hein. Pour moi, il faut patienter. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Voilà. C'est le problème qu'on a depuis le début de l'année, hein. On dit ça va descendre, mais ça ne veut pas casser. Donc si ça descend pas, ça monte, hein. Et, pour l'instant, on est dans un beau range depuis avril, Ah oui. 7100, 7500 Ah oui. et rien. Et cet été, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tradé un peu ou tu as été hors marché ou tu as surveillé des niveaux? Non, j'ai pas mal tradé, trop même, à mon Hmm. goût, dans un marché qui, je savais, serait très difficile au mois d'août. Ça n'a pas loupé. Alors, toujours difficile, ça ne veut pas forcément dire baissier. D'ailleurs, le mois d'août est très légèrement rouge, mais c'est pas non plus. Contrairement à septembre, qui généralement, lui, est plus baissier. Tiens, on pourra, si tu veux regarder, j'ai deux, trois trucs. Mais bon. Globalement, le mois d'août n'a pas été si négatif que ça. Par contre, il a été volatile. Il a fait beaucoup de zigzags. Donc, c'est ça, c'est toute la difficulté de ce marché-là. En plus, voilà, il y a des news. Au moment où on se parle, par exemple, il y a Renault qui perd quasiment 5% parce que ce matin, il y a un broker qui a décidé de la déboîter. Donc, Hmm. et ça, voilà, ça, ce sont les aléas du marché. Il y a des valeurs, de très très belles valeurs stars, je dirais même, des années 2020-2021 qui sont faites découper. On en parlera aussi. Mhm. Je pense à des performances, bon, qui rebondit un peu, mais je pense aussi à Adyen qui a perdu 3 ou 4 fois sa valeur en 2 ans quand même. C'est pas rien. Donc voilà, le buy and hold aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, le buy and hold, il a pris un sacré coup Ouais. derrière le museau là, ces derniers mois-là. Même les investisseurs purs et durs voilà, qui étaient sur les sociétés tranquilles, comme Téléperformance, comme Adyen, comme plein d'autres, là, ils se sont Safran. fait, ils se sont fait massacrer. Et puis tu peux pas tenir un drawdown de 60%, même si tu investis sur le long terme, sincèrement, c'est pas possible. Donc, tout le monde a eu droit à son lot de déconvenus, je dirais. Ouais. Personne n'y a trop échappé. Ceux qui tiennent encore, éventuellement, ceux qui font des ETF. Mais jusqu'à quand? On verra. Ça aussi, pour le moment, c'est le cas. Mais comme toutes les vérités sont démenties en général à chaque fois qu'on les donne, Hmm. on va attendre un peu avant de dire Ouais. que les indices vont rester sur leur plus haut pendant Surtout que dans encore ce des années. range qu'on a eu depuis le mois d'avril, on a beaucoup de volatilité à l'intérieur, hein. Et Oui, de on peut moins en moins, taper mais au départ, ouais, la Borno, c'est la les bonne oscillations, basse en ouais. 2-3 journées, quoi. Hmm. Ouais, on en a de moins en moins quand même, hein. D'accord. Là, on avait un range qui faisait 7-8%. Là, maintenant, sur le CAC, c'est un range de 200-250 points. C'est que dalle, hein, entre le Mhm. plus haut et le plus bas. C'est pas grand-chose. C'est pour ça que c'est difficile à trader, parce que les mouvements que tu joues, toujours le problème, c'est que tu as un mouvement entre le plus haut et le plus bas. Si tu rates toujours le premier tiers et le dernier tiers, c'est normal, parce que sauf les stars, hein, mais en général, tu achètes pas le plus haut et tu vends, enfin, tu achètes pas le plus bas et tu vends pas le plus haut. Et donc, en fait, t'as le tiers du milieu qui est en général ce qu'on appelle la viande. C'est là où, généralement, tu peux faire des gains. Et quand ce tiers-là est très petit, généralement, c'est là où tu te fais Ouais, t'as bouffer. plus de Et ratio c'est. gain-risque avec un stop court et puis un target court. Ouais. Ouais, ah ouais. Et en même temps, c'est très compliqué d'acheter les supports aussi parce que c'est un marché quand même qui n'hésite pas lorsqu'il casse ses supports à accélérer à la baisse. Et donc là, voilà, c'est violent. C'est D'accord. violent. Bah, merci Tino. Olivier, un petit débrief de l'été des marchés. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as tradé? Est-ce que tu as suivi? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai suivi. Alors, j'ai pas beaucoup tradé. Honnêtement, pas trop de temps. Et puis, c'est vrai que des marchés qui donnaient pas trop envie. Donc, j'ai fait plutôt quelques allers-retours sur des valeurs type Nanobiotics. J'ai acheté aussi pour du long terme un peu de bancaire. Je trouve que la config est plutôt intéressante, tu vois, Ouais. sur Société Générale, sur Crédit Agricole. Mais après, j'ai vraiment limité, moi, de mon côté, le nombre de transactions là, cet été. Et c'est vrai que le range, il est de plus en plus étroit. En fait, on va de moins en moins haut. Je pensais aussi qu'on allait peut-être aller retester les 7000, mais finalement, tu vois, ça s'est arrêté aux alentours de Pile poil, ouais. 7100. Hmm. Donc, il se passe pas grand-chose. Après, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le mois de septembre, à mon avis, sera à craindre. C'est jamais un bon mois en règle générale sur les marchés. Et puis là, août a été assez volatile, j'ai trouvé, comme c'est le cas déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, Pourquoi? Parce qu'il y a peu de un peu volume, il prudent. y a peu de volume, donc ça décale plus ou moins de volume, Ben, pardon, pas- peu, pardon, moins de volume, je veux dire. Après, il y a eu quelques événements. Tu as eu la BCE qui a intervenu. Il y a eu
Euh, ouais, principalement ça. C'est vrai qu'il y a moins de volume, donc forcément les mouvements sont amplifiés à la hausse ou à la baisse. Et puis après, tu as peut-être la nervosité, tu vois, aussi de se reposer, de regarder vraiment ce qu'est réellement l'économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que il y a quand même pas mal de nuages noirs à l'horizon. Alors après, bon, les marchés se comportent plutôt bien, donc ça, heureusement, mais c'est compliqué de se projeter à moyen et long terme Mm. actuellement avec qu'on a. Quelqu'un qui serait parti en vacances le 1er juillet, qui serait rentré aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de ce qui a été intéressant sur les marchés, la banque, Nvidia, etc. La BCE, la Fed, ont quelle politique actuellement depuis juillet? Ils ont changé leur politique ou pas? Non, c'est toujours focus à 100% sur contrer l'inflation. Je pense qu'on a atteint un pic là, au niveau de l'inflation. Au niveau des taux, ben, on va voir. À mon avis, la BCE ne va plus augmenter ses taux. Il y a encore peut-être une incertitude sur les US. Mais bon, dans tous les cas, on est sur un plafond. Alors après, ce qui est, à mon avis, hein, c'est que les taux vont rester élevés encore comme ça pendant un certain nombre d'années. Ils sont sur un plafond, ou bientôt sur un plafond, mais ils ne vont pas descendre de suite. Tant que l'inflation sera à ce niveau-là, on parle d'à peu près 5% là, actuellement d'inflation, donc c'est encore trop élevé. Et le souci, je pense que c'est qu'on arrive sur des niveaux d'endettement au niveau des États qui sont quand même hyper importants, avec des taux qui sont élevés. Donc les banques centrales, il faut se dire qu'elles auront moins de pouvoir d'action dans les mois à venir. Là, aujourd'hui, quand il y avait des taux à 0%, c'était assez simple, entre guillemets. Pour injecter des liquidités et soutenir le marché, ça ne sera plus le cas. Ça sera un peu plus compliqué. Et puis, je regardais une stat là tout à l'heure. En France, ils prévoient une augmentation du coût de la dette de 50% entre Mm. 2022 et 2027, sachant qu'on est déjà sur des niveaux de dette qui sont astronomiques et qui sont comme on n'a jamais connu. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu inquiétant, ce qui veut dire aussi que les perspectives de baisse de taux dans les mois ou dans les années à venir, elles vont être limitées. À mon avis, même si ça baisse, on va rester sur des taux entre 2 et 3% pendant 2024 sans problème, et voire 2025 et peut-être 2026. Donc il va falloir s'habituer à vivre avec. Et en vivant avec, ça veut dire que derrière, les mouvements d'action pour essayer de limiter les mauvaises nouvelles sur le plan économique vont être un peu plus limités. Quand on a des États ou des entreprises qui sont fortement endettées avec des taux élevés, c'est compliqué. Mhm. Sans la dette, je fais une petite parenthèse, hein, tant que le dollar est roi, ça va quoi. Nous en Occident, que ce soit l'euro ou le dollar, ça va. Mais si jamais on en parle beaucoup, c'est à la mode, la dédollarisation. Moi, j'y crois pas trop. Hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tant qu'il n'y a pas de dédollarisation, on peut vivre avec de la dette. Hein. Regarde les US, c'est astronomique. Hein. Bon. Ouais, après, on se dit toujours jusqu'à quand, tu vois, à un moment Mm, donné, ça risque de poser problème. mm, Mais oui, oui, de toute façon, là, aujourd'hui, on est sur un modèle de dette incroyable et c'est pas prêt de changer. d'accord. Ok. Les indices, le SP et le Nasdaq ont corrigé, ont l'air de bien de rebondir. Il y a eu des chiffres intéressants. Il y a eu Nvidia, entre autres. Il y en a eu d'autres ou pas, Tino? Des résultats? Oui, bah, Nvidia, beaucoup on en a déjà beaucoup parlé, peut-être même trop. Euh, c'est toujours difficile. Alors après, il y a la psychologie des foules qui fait que les cours font des plus hauts et il faut suivre les graphes. Et après, c'est toujours la même chose. Après, c'est aussi pas l'année des personnes qui font du fondamental, parce que ceux qui font du fondamental sur Nvidia, ils ont vendu depuis les $100 déjà, et Hmm. elle est à 500 aujourd'hui. Donc là aussi, le fondamental, bon, ça a de l'importance, mais ça donne pas le timing, Mhm. Mm. ni d'achat ni de vente d'ailleurs. Et on le voit sur des valeurs comme ça, qui ont porté, qui ont porté les indices américains, parce que ce qui est assez, alors c'est pas, j'allais dire drôle, mais c'est pas forcément drôle, mais en tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est que le phénomène que l'on vit, notamment sur le CAC, avec un CAC qui fait un peu cavalier seul, ben on le vit également aux États-Unis, avec le SP 500 et le Nasdaq. Preuve qu'aujourd'hui, les indices sont drivés non pas par la macro, non pas par les fondamentaux, mais par les flux. Alors on le savait déjà, mais c'est encore plus vrai, je dirais, accéléré par le phénomène de mode des ETF, qui fait que, en effet, eh bien, voilà, les marchés, les indices et les marchés sont portés par quelques valeurs, et donc
Aux États-Unis, Nvidia, en France, évidemment, le luxe, même si on voit ces derniers jours que malgré, c'est ça qui est étonnant aussi, c'est que malgré la faiblesse un petit peu et des graphiques dégradés un petit peu sur le luxe, Kering ça fait un moment, mais LVMH qui quand même a un petit peu plus de difficultés, mais malgré ça, on a le pétrole et les bancaires qui viennent un petit peu prendre le relais. Mais voilà. Mais après, quid de la suite, encore une fois, voilà, je sais pas trop, quoi. Forcément. C'est difficile de se. Franchement, c'est très difficile de se positionner. C'est un peu le jeu de la pièce, là, hein. Savoir par où ça va sortir, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que enfin, j'ai du mal sur certaines valeurs. Alors, on parle d'NVIDIA, mais j'ai du mal à dire. Si quelqu'un me demande pour l'investissement long terme, est-ce que c'est le moment de rentrer sur NVIDIA, comment tu veux dire oui? Comment tu veux dire oui? Si t'es pas Enfin, dans je le veux dire. train, t'es pas dans le train maintenant, j'ai l'impression, Voilà. hein. C'est Alors trop pour du risqué swing maintenant. trading, voilà, pour du swing trading, c'est-à-dire avec une stratégie, un breakout, un stop, machin. Oui, bien sûr, on peut faire des stratégies tout le temps. Mais se dire, si j'achète du Nvidia aujourd'hui, quelle est la probabilité que dans un an je sois en gain? Franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en même temps, ce marché est tellement dingue que Nvidia peut prendre encore 20%. Voilà, mais jusqu'à quand, jusqu'où, est-ce que le ratio gain-risque est intéressant? Moi, je crois pas. Mais bon, on verra. Et pour en revenir sur les taux, ben écoute, moi, alors je pense que mais ça, j'avais fait le pari, souviens-toi, il y a 2 mois, quand Powell avait dit qu'il y aurait encore 2 hausses, moi j'avais dit qu'il en ferait qu'une. Et alors, personne ne me croyait il y a 2 mois, là, je vois que les choses ont un petit peu évolué. Et même lui, il commence à dire, bon, on verra. Il Moi j'ai devait. entendu septembre non, octobre peut-être. Ouais, Aux voilà. dernières Donc, nouvelles, hein. et après, Pour voilà, au départ, l'incertitude, c'était à la ouais. fin d'été, puis après, il a dit, bon, ouais, il repousse. Mais alors, là, pour le coup, enfin, je trouve que Monsieur Powell gère bien la situation parce qu'il essaye, voilà, il essaye de pas rendre les marchés volatiles, il essaye de satisfaire un petit peu tout le monde. Alors, de toute façon, même s'il les augmente, ce sera 0,25. Donc, on parle Oui, oui. de que dalle, mais je pense que ce serait une erreur. Et je pense que c'est déjà un peu violent et que quand même l'économie, à un bout d'un moment, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire une pause longue. Il faut voir un petit peu, il faut que le marché s'habitue à ces taux-là, il faut que ça se régule, etc. Et puis après, on verra. Mais en même temps, c'est beaucoup trop tôt pour le pivot aussi, parce que comme l'a dit Olivier, l'inflation s'est bien calmée, bien calmée, notamment aux US. En Europe, c'est moins le cas. C'est moins le cas, il y a même un petit rebond d'ailleurs en Europe et en France notamment. C'est moins le cas, mais bon, globalement, le job est fait. Donc pour moi, c'est trop tôt pour les monter et je dirais que ce serait dangereux c'est trop tôt pour les descendre, pardon, et je dirais que ce serait dangereux ce serait dangereux de les monter. Voilà. Moi j'ai entendu un économiste espagnol qui disait que la Chine, ça allait pas bien du tout et que ça pourrait engendrer une baisse de taux dès l'année 2024 de la BCE, hein. Il était vraiment très alarmiste en disant ça, en disant de toute façon le danger viendra de la Chine, ils vont pas bien du tout, et ça peut engendrer une débâcle complète. Je sais pas. Alors Alors, après, vas-y, pardon, Tim, vas-y, pardon. Olivier. Vas-y. Tu sais que historiquement, quand même, alors le marché, notamment les valeurs de croissance, ont rebondi parce que potentiellement elles anticipent, moi je pense qu'elles anticipent pas, mais elles anticipent le fait que les taux vont baisser, donc les valeurs de croissance vont se relever. Sauf que historiquement, quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, c'est lorsque les banques centrales pivotent et baissent les taux que les marchés baissent. Mhm. Le premier effet, il y a toujours un effet de rebond technique, et après, les marchés se mettent à chuter parce que les marchés se rendent compte que si les banques centrales sont obligées de faire baisser fortement les taux, c'est que l'économie va vraiment très mal. Donc attention là aussi, de ne pas croire que lorsque les banques centrales vont pivoter, ce sera obligatoirement le point bas du marché. Mhm. Ok. Et pour en revenir à la Chine, il y a Goldman Sachs qui a calculé à peu près qu'il y aurait 38 milliards d'actifs risqués, avec un risque de défaut par rapport à Evergrande, Mhm. qui est en difficulté. Donc, tu as tout le secteur immobilier. Et en fait, en Chine, Mais ils ont pas en beaucoup de Chine, hein, placements. dans le monde ou seulement 38 milliards. Non, en Chine. Mhm. Et du coup, après, ça pourrait avoir des répercussions dans le monde, parce que chez eux, il y a beaucoup de placements qui sont faits sous forme de SCPI, ce genre de choses, si on schématise, mais donc qui sont faits dans le secteur immobilier. Evergrande, mais forcément, c'est le plus gros acteur
sur le marché chinois et ils ont estimé à presque 40 milliards. C'est énorme. Ouais. Donc après, tu as peut-être, c'est même sûr, si c'est en Chine, derrière, tu as des imbrications avec d'autres pays comme les États-Unis, l'Europe. Donc il pourrait y avoir une réaction en chaîne assez compliquée. Le problème de la Chine, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. On Mhm. ne sait pas vraiment ce qui s'y pense. Mhm. C'est compliqué, quoi. Le marché chinois, tu vois, il est quasiment flat depuis le début de l'année. Mhm. Et alors qu'il a enchaîné mauvaise année en 2020, mauvaise année en 2021, mauvaise année en 2022, et en 2023, il peine à se relever. Donc c'est compliqué, je pense, Ok. ce qui s'y passe. On a fini le débrief de l'été, ou vous voulez rajouter quelque chose? On peut parler sur les perspectives à venir. Ouais, si tu veux, Denis, pas de Ouais, problème. donc on veut se perspective. Comment vous voyez un peu ce marché et puis la macro d'ici à Noël, on va dire? Ça roule? Ouais. Olivier, on commence à l'inverse cette fois maintenant. Allez. Moi, je pense que la rentrée va être un peu compliquée. Je suis assez méfiant là-dessus. On va voir. Après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle de récession et pour l'instant, ça ne se voit pas dans les chiffres. Et ça va forcément rester un indicateur à suivre. Donc moi, je vais être plutôt prudent là, au moins sur le mois de septembre et octobre, essayer d'y voir un peu plus clair. Euh, il y a moins de demandes. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres du PMI en Europe, mais c'était pas terrible. Il y a quand même moins de demandes et je crois qu'on est revenu sur des niveaux de 2021 au niveau de la consommation en Europe. Donc ça, c'est des données qu'il faut regarder. Moi, les secteurs que je privilégierais, c'est plutôt les bancaires. Je pense qu'elles ont encore du chemin à faire, notamment la Société Générale. Il y a eu un changement de directeur général avec la remontée des taux. Voilà, c'est des choses qui vont être intéressantes pour elles, même s'il peut y avoir un risque de défaut. C'est toujours pareil. Dès que l'économie se tend, les bancaires, c'est souvent celles qui sont dans l'œil du cyclone rapidement parce qu'on a peur qu'il y ait une cascade en chaîne de faillite. Ce qui peut être le cas aujourd'hui, c'est vrai que les petites entreprises ont du mal à accéder au crédit. Et à mon avis, ça va continuer dans les années à venir. Et toutes les entreprises de croissance ont besoin d'avoir accès au crédit. Donc il y aura ça à surveiller. La crise en Chine aussi, au niveau du secteur immobilier, je pense que ça va être à suivre. Même si pour l'instant, ça va, on ne voit pas vraiment d'effet de notre côté, mais je pense que c'est quand même quelque chose à regarder. Il y a aussi les risques géopolitiques. Bon, la guerre en Ukraine, ça fait un moment que c'est le cas. Et peut-être plus du côté encore de la Chine, voir ce qui s'y passe avec la Corée notamment. Les échanges commerciaux qui sont un peu tendus avec les États-Unis. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait fait une vidéo avec Tino sur lequel on avait plutôt des convictions sur l'Inde. Et je pense que aujourd'hui, Ouais, quelqu'un qui veut partir sur les pays émergents, honnêtement, la Chine, c'est vraiment à exclure. Et c'est vraiment, l'Inde. Ouais. Mhm. ouais, plutôt partir là-dessus parce que il y a toute la production, à mon avis, qui va être délocalisée en Inde dans les années à venir. C'est déjà en cours, et pour Apple notamment. Voilà, après, ah oui, il y a aussi les élections américaines l'année prochaine. Donc, voir ce que ça va donner. Il y a Biden qui est en tête largement des sondages, sauf qu'il a des problèmes judiciaires. Donc, Ouais. il les a cherchés, mais du coup, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, souvent, c'est au mois d'automne que les campagnes sont lancées. Et ça, je pense que les marchés américains, notamment, vont Trump va évoluer se au gré. présenter ou pas aussi, c'est la grande inconnue. Normalement, oui. Enfin, lui, il veut se présenter. Après, c'est est-ce qu'il va avoir le droit ou pas. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est un peu ça Mais le doute. si aujourd'hui, il a le droit de le faire, dans les sondages, il est favori, clairement, et largement. Donc après, bon, on va pas faire de politique ici, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, ces mandats pour les États-Unis étaient plutôt porteurs. D'un point de vue économique strict, je Ouais. parle. Biden, c'est plutôt la globalisation et Trump, c'est plutôt le rôle, les US qui se referment sur eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc c'est plutôt favorable quand même Souverainisme, je à trouvais pas le nom, l'économie. pardon. Ouais. De quoi? Souverainisme, pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Après, il faudra regarder aussi, je pense, les énergies. Parce que là, à mon avis, c'est un secteur qui va. De toute façon, on le voit là sur le mois d'août, Total a pris 8%. Et je pense que les énergies vont continuer à augmenter et peser sur les ménages. Donc, à mon avis, c'est pareil aujourd'hui, investir sur peut-être Total, sur Engie, sur un secteur, un ETF sur les énergies, ça peut avoir du sens à moyen terme, même si là, ça a beaucoup pris sur le mois d'août, il y aura forcément une conso. Mais Mhm. c'est un secteur qui, malheureusement, va se porter bien dans les années à venir parce que le coût ne va faire qu'augmenter.
Voilà, regardez. Le secteur automobile, là, avec Renault qui marche pas bien, tu disais que Stellantis aussi n'avait pas une bonne config, non? Ouais, c'est ça, sur les dernières semaines. Après, depuis le début de l'année, quand même, Renault, je vais te dire, mais je crois que c'est pas loin de plus 15 de mémoire, malgré les -4 aujourd'hui. On enregistre Euh, jeudi, hein, donc l'émission passe le dimanche 3 ou 4, hein, et on enregistre jeudi 1er septembre. Hein. Donc, Oh, elle a bien, Vendredi. elle a bien baissé. vendredi, pardon, oui, vendredi 1er septembre. Ouais. Elle a bien baissé Renault. Ouais, oui, effectivement, c'était plus 17 là, jusqu'au fin juillet, mais là, elle a reperdu quasiment tout. Elle est pratiquement flat là, sur l'année. Ah bon? Parce que moi, non, je l'ai à plus 14, sinon, depuis le 1er janvier. Ah bon? Ouais. Oh, tiens, c'est bizarre, hein. Depuis le 1er janvier, toc, 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 toc. Ah oui, 1er janvier, oui, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Oui, Là, c'est vrai que elle perd 5% aujourd'hui. la bougie du 2 janvier, elle est énorme. C'est Ouais, pas c'est la ça. bougie du 2 janvier, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Et après, Stellantis, bon voilà, s'il y avait une des deux à privilégier, moi je partirais plutôt sur Stellantis, mais ça se dégrade aussi. Après, Stellantis, elle prend quasiment plus 30 depuis le 1er janvier. Mhm. Donc bon, voilà, c'est un petit peu comme le Nasdaq où on dit que la configuration technique, enfin, même si ça s'améliore là actuellement, c'était un petit peu compliqué quand on écoutait les échanges il y a une quinzaine de jours, mais on reste sur un indice qui a pris plus 30%, donc il faut relativiser. Aujourd'hui, c'est rare et compliqué de faire de telles performances. Ah, le Nasdaq Donc c'est SP500, peut-être des valeurs, tu vois, c'est peut-être un secteur qui va consolider. Moi, si je devais choisir un secteur pour les prochains mois, j'irais sur les bancaires, sur les énergies, après faire... toute enfin, énergie, justement. pas renouvelable, hein, toute énergie, hein, tu dis, ou énergie Ouais, plutôt après ça conventionnelle. dépend, parce que sur des ETF, moi je préconise le Pictet Clean Energy, et qui est pas loin de plus 15, il me semble, depuis le début de l'année. Alors, c'est pas énergie renouvelable, en fait, c'est sur le changement climatique. Ouais. C'est quand même assez différent. Parce que les énergies vertes, franchement, ça n'a pas donné grand-chose depuis un certain nombre d'années, sur les ETF notamment. Par contre, tu vois, la thématique du changement climatique, forcément, ça va être une thématique prioritaire dans les mois et dans les années à venir. Donc là, ça peut avoir du sens. Mhm. Après, te donner en France, enfin, du moins sur le CAC, sur le CAC, même sur le SBF ou sur Euronext, on n'a pas grand-chose sur ces thématiques-là. On a des petites capitalisations, mais souvent, c'est un peu du vent. Donc, bon, après, tu as Total qui se diversifie et qui va sur ce secteur-là. Mhm. Ok. Euh, voilà. Et Voilà si pour on moi. avait à une boule de cristal, tu verrais le CAC à combien en décembre? Cassé par le haut, cassé par le bas, dans le Moi, je pense range? on va rester dans le range, à mon avis, encore facile 6 Le range mois. 7100, 7005 ou le range plus Ouais, inférieur à non, 6008 ouais, 6008, 7007, tu vois, un range hmm. large. Sauf que, ben, on en a parlé tout à l'heure, il se réduit de plus en plus. Donc, à un moment donné, il va casser à la hausse ou à la baisse. Ça sera peut-être l'occasion d'aller chercher soit la borne haute à 7007, soit aller chercher la borne basse à 6008. Mhm. Après, aujourd'hui, même si il y a plein de signaux d'inquiétude, bon, voilà, je trouve que les valeurs sont plus ou moins à leur prix. Donc, Mhm. peut-être un peu surévaluées, mais D'accord. je veux dire, il n'y a pas non plus nécessité à ce que le CAC il aille à 6000 ou à 5000. On a des signaux d'inquiétude à surveiller, mais à l'heure actuelle, c'est correct, je trouve. Après, bon, peut-être que ça peut se dégrader dans les semaines et mois à venir. Ça, c'est ce qu'il faudra surveiller. Et les possibles quêtes catalyseurs pour sortir en haut ou sortir en bas, tu crois que par exemple une fin de guerre, ce serait un catalyseur où tout le monde l'attend ou c'est déjà dans les cours ou... Franchement, non. Moi, je trouve que la guerre en Ukraine, Russie, pour moi, ça n'aura pas d'impact. Tu vois, je regardais un peu sur le blé, ce genre de choses. Bon, Le en plus, Gabon, on est zéro sur. impact, hein. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ben, du jour au lendemain, si tu vois, Eramet, ils ont suspendu ils ont suspendu l'activité, ils l'ont repris le lendemain. Donc, Ouais, parce qu'apparemment, le Gabon, c'est 2,3 millions d'habitants, et puis les putschers, entre guillemets, je sais pas si on dit ça, et on dit qu'ils respecteront les engagements internationaux. Donc, ce qui est plus emmerdant, par contre, par rapport au niveau des matières, c'est le prix du riz. Parce qu'il faut savoir que le riz, c'est l'alimentation de base pour 50% de la population mondiale la plus pauvre. C'est énorme. Et aujourd'hui, on est sur des niveaux de 2008. Je mhm. crois que c'est 650 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, tout le monde est impacté par l'inflation. Il n'y a pas que nous sur les pays, sur les économies développées, hein, même malheureusement les pays les plus pauvres, c'est pareil. Ils subissent de plein fouet. Ouais. Ça. Donc après, ce qui s'était passé en 2008, c'est que le riz était monté aux alentours de 1000.
Et il y avait eu des révoltes par rapport à la famine notamment. Donc peut-être, tu vois, aussi avoir des mouvements sociaux dans les mois à venir. Bon, de toute façon, à mon avis, le réchauffement climatique, malheureusement, ça va impacter des mouvements de, voilà, Tu de vois, dans territoire. l'alimentation, nous, c'est une parenthèse, l'huile d'olive a augmenté de 30% en 2 mois, quoi. Ah, Juillet-août, l'huile d'olive a pris 30% en Espagne. Je sais pas si en France c'est pareil, enfin je sais pas si... bon, j'en suis aperçu hier en allant au supermarché, mais elle avait pris 30%, quoi. non, mais Impressionnant. tout le monde augmente ses prix de 20 ou 30% à un moment donné, tu vois, il faut arrêter. Mm. Et puis, en plus, l'inflation est calculée sur un panier moyen. Va. Donc, ça veut dire que tout ce qui gravite autour, type l'huile d'olive ou autre, tu as des plus 20 ou plus 30% qui passent inaperçus. Mm. Donc, aujourd'hui, quand on te dit que tu as une inflation à 5%, en réalité, elle est beaucoup plus importante. À nous, les restos, de toute façon, C'est ce qui est ici, par rapport à l'an problématique. dernier, c'est plus 40. Hein. Tino, je sais pas si tu es allé en Espagne, si tu avais la même chose, mais nous, 40% ça a pris un resto, hein, par Ouais, rapport à c'est l'an énorme. dernier. Hein. C'est très Ouais, cher. ouais. Tino, fin de l'année pour toi, tu vois ça comment? Tu veux montrer quelque Bah, chose, hein, écoute, n'hésite pas hein, si si tu veux je peux partager. Ouais. ouais, si tu veux, je peux te partager bah, déjà le CAC. Ouais. Attends, je vais essayer de pas me gourer. Normalement, c'est cet écran-là. Je sais pas si tu vois Ouais. le CAC. Alors, c'est long terme, hein. Là, c'est une vision mensuelle. Alors, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que là, on est vraiment, tu vois, on n'est pas n'importe où, hein. Pour moi, alors, c'est un graphe quand même de 1988 à nos jours. Pour moi, le CAC évolue quand même sur un canal assez propre, même s'il y avait un petit excès par là. Mais globalement, on accumule point haut, tu vois, on accumule là. Donc, il y a deux solutions. Pour moi, c'est où on a fait le point haut et derrière, on va se taper, euh, on va se taper un marché baissier très certainement et un marché lentement baissier, tu vois, comme ça, qui va être certainement long et fastidieux. 2-3 ans, c'est ça hein, Ouais, minimum, ouais. minimum. Ou alors, et tout est possible en bourse, voilà, on va casser ça par le haut, et là, on va partir dans une exponentielle. C'est possible aussi, tu sais, tout est possible. Tout est possible dans ce marché-là, donc difficile à dire. Point de vue, si tu veux, je peux te montrer un extrait du support que j'ai préparé pour les abonnés, là. Attends, voilà, ça doit être ça. Parce que je... Attends. Ouais, parce que sur Go, le salon ça peut être... MTT, tu fais 2 vidéos par week-end maintenant, hein, c'est ça. Ouais, alors ouais, sur le salon, enfin, on a deux vidéos. Ouais, il y a Xav qui en fait une petite, et moi je fais une dans laquelle, ouais, enfin, il y a deux vidéos dans une, parce qu'il y a toujours un point de vue macro et un petit peu, il n'y a pas que des graphes, quoi. Mhm. Là, en l'occurrence, tu vois, je voulais montrer. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on a des indices quand même qui sont sur leur plus haut, et pour autant, on n'a que 54% des actions. Alors, c'est sur le S&P 500, hein, c'est qu'on n'a que 54% des actions qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Ah, d'accord. Donc, Mhm. finalement, tu vois, on a que, allez, un petit peu plus de la moitié des actions qui sont en tendance haussière de moyen terme. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là où on peut interpréter les choses de manière différente, c'est que souvent, on entend souvent que un VIX sous 15, c'est très dangereux parce que c'est là que les marchés en général, voilà, c'est là qu'on a les crashs, etc. Sauf que, tu vois, alors c'est pas de moi, hein, c'est du compte de Nautilus, là, qui est intéressant. Ceux qui veulent le suivre, d'ailleurs, je le suis moi sur Twitter, très intéressant. C'est beaucoup de statistiques. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, tu vois, quand le VIX, donc l'indice de la peur, hein, est sous 15, c'est aussi là que tu as les plus gros marchés haussiers, Mhm. tu vois. Finalement, tu vois, on est qu'au départ peut-être aussi d'un gros mouvement qui pourrait être aussi haussier. Pour en revenir aussi sur notre graphe par rapport, on parlait tout à l'heure d'NVIDIA, ce qui est étonnant aussi, tu vois, c'est le Ouais. nombre de fois où l'intelligence artificielle a été citée. Regarde un petit peu l'explosion, hein. Donc là, on est vraiment sur un phénomène de bulle hein, sur l'intelligence C'est même artificielle. grave que le NFT de l'an dernier, non? L'an dernier, Euh, c'était NFT, ouais, avant c'était le métaverse. Non, le métaverse, avant c'était NFT, avant c'était les cryptos. ouais. Tous les. C'est un peu la bulle Internet des années 2000. Ouais. Après, on te dit que ça va être révolutionnaire, donc on va voir, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, les niveaux de valorisation, c'est n'importe quoi. Sur Mhm. Nvidia, 1200 milliards. Ah, Ouais. ça commence à être chaud, hein.
Mm. Ça commence à être chaud. Et après, pour en revenir, alors, tu vois, j'avais prévu d'en parler aussi aux abonnés, sur la saisonnalité, tu vois, alors là, c'est le SP500. Alors, il y a trois temporalités, parce que les choses ont évolué quand même. Là, c'est le SP500 sur 95 ans, tu vois, de mai à décembre. Et effectivement, hein, alors le mois d'août, contrairement à ce que beaucoup ont dit et souvent baissier, c'est pas toujours vrai, en tout cas pas depuis 95 ans, on va dire que c'est dans la neutralité. Donc on va dire que finalement ça respecte plutôt bien ce qui s'est passé sur le mois d'août, hein, on va dire, une espèce de range. Par contre, en effet, le mois de septembre, tu vois, et c'est Hmm. là souvent où on a le creux de marché et ça ne commence qu'à reprendre en général sur la deuxième partie, voire la fin octobre. Donc ça, c'est sûr, si on prend les moyennes sur 95 ans. Si on prend les moyennes sur 25 ans, donc je raccourcis un petit peu, on est sur un phénomène à peu près équivalent, tu vois, sur le mois d'août, Ouais. effectivement. Et on a, voilà, sur la deuxième quinzaine de septembre, c'est là où on a un gros creux avant mi-octobre de repartir, tu vois. Non, Donc j'aurais là, parié que les 3 premiers mois de l'année étaient toujours bullish, mais en fait, non. Hein. eh ben, Et pas oui, sur les, ça, eh c'est ouais, un- moi aussi, ouais, pas sur les 25 dernières années. Ouais. Pas forcément sur les 25 dernières années. Ouais. Tu vois, en général, voilà, le mois d'avril qui est assez réputé comme un bon mois. Et puis, bon, toujours novembre-décembre, hein, en général, Ouais. qui sont de très bons mois. Et si je le raccourcis encore, je crois que j'ai un graphe sur 10 ans, voilà, c'est ça. Bon, toujours le mois de septembre, tu vois, on peut avoir les temporalités que l'on souhaite, grosso modo, en général, la cyclicité du mois de septembre. Et généralement, encore une fois, ce sont des stats, hein. Il suffit que je dise ça pour qu'on ait un mois de septembre à Mhm. plus 10, évidemment, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des probabilités statistiques. Donc, tu vois toujours le mois d'août qui est toujours en range, finalement, avec de la volatilité plus ou moins importante. Et voilà, et septembre, généralement, qui baisse. Et à partir toujours on va dire à peu près la moitié du mois d'octobre, c'est là où on a finalement un gros redémarrage jusqu'à effectivement voilà, le début d'année qui peut être plus ou moins, plus ou moins. Mhm. Et voilà, toujours le mois d'avril qui est toujours très positif. Et souvent, hein, d'ailleurs, ça j'entendais aussi souvent que le mois de juillet était pourri. Moi, j'ai toujours eu de très bons mois de juillet. Et effectivement, hein, le Ouais. mois de juillet est toujours intéressant. Et Donc les voilà, 5 donc si tu mai veux... aussi. Pardon, Olivier? Le mois de mai, regarde, je suis en train de regarder ton graphe, tu vois, dans l'esprit collectif, et le mois Euh, de mai est mauvais, c'est l'IMEG, principalement. ouais, ouais. Ouais, voilà. Ouais, ben c'est pas totalement faux. Bon, après, sur 10 ans, attention, hein, sur 10 ans, on a eu un marché quand même exceptionnel, hein. Mhm. Donc, mais tu vois, même dans un marché exceptionnel, il y a quand même des phases qui se dégagent, notamment le mois de septembre qui est plutôt négatif et notamment le mois de mars Mars. qui est plutôt négatif. Donc, malgré un marché extrêmement bullish, on a quand même généralement un peu de saisonnalité qui ressort. Donc voilà, tout ça me fait dire que on pourrait avoir un mois de septembre un petit peu plus difficile. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir, on en parlait aussi en début de vidéo, tu vois, comme quoi j'avais prévu aussi d'en parler un petit peu aux abonnés. C'est voilà, on a un petit, voilà, on a l'inflation, là c'est l'inflation en France qui a bien baissé. On a un petit rebond, tu vois, ces derniers jours, Mm. un petit rebond qui se matérialise. Et alors, comparaison n'est pas raison, ça on le dit souvent aussi, mais ce qui est rigolo aussi, entre guillemets, de comparer, c'est l'inflation que nous avons vécue entre les années 66 et 82, et ce qu'on, voilà, en gros les 10-15 ans, et là, ce qu'on vit actuellement, tu vois. Donc, ce qu'on vit actuellement, là, c'est la courbe orange, tu vois, avec une grosse chute. Mais il ne faut pas oublier qu'on a vu quelque chose qui ressemblait beaucoup aussi entre 1966 et 1982. Et derrière, on a vu une forte reprise de Ouais, l'inflation. c'est impressionnant Alors, comme c'est ça pas le match. même monde, hein. Les deux courbes sont presque les mêmes, quoi. C'est impressionnant. Hein. Oui, oui. Ouais. Alors, il faut quand même, voilà, comparaison n'est pas raison, on n'est pas quand même dans le même monde. Alors, Hmm. en ce sens que les banques centrales n'ont pas la même capacité aujourd'hui, la même force que ce qu'elles avaient il y a plus de 40 ans. D'accord? Donc aujourd'hui, elles ont quand même des moyens qui sont quand même extrêmement Ouais, mais même puissants. avec les moyens qu'ils ont, ils font pareil que quand il n'y avait pas de moyens il y a 30 ans, quoi. 50 ans, pardon. Et Ah, après, ben, la psychologie n'a pas changé, hein. Ouais. quand tu avais une inflation à 10 ou à 12, il faut savoir aussi que les salaires prenaient 10 ou 15% dans l'année. Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, le modèle économique fait que les entreprises elles sont dans des perspectives de réduction de coûts, notamment avec des perspectives moroses sur la demande. Donc aujourd'hui, c'est la priorité. C'est pour ça que les salaires vont pas suivre et le pouvoir d'achat diminue. Et Mhm. si l'inflation reste élevée encore pendant 2 ou 3 ans, ce que j'espère pas, bah, l'écart va continuer à s'agrandir entre le pouvoir d'achat et le coût de la vie, quoi. Enfin, pardon, c'est la même chose, mais entre le coût de la vie et les revenus, il y aura, Là, il y aura un gros on n'a pas eu côté là, beaucoup quoi. d'inflation ce mois-ci parce que l'an dernier, au même moment, on a vu beaucoup d'inflation, quoi. C'est aussi, si on compare par rapport à 2 ans, sur 2 ans, l'inflation est énorme, quoi. Oui.
Ouais, mais elle est temporaire, Ouais. soi-disant. Ouais, enfin, temporaire à 7 ou 8% par an, ça fait quand même extrêmement mal parce que Ah, t'as c'est les salaires énorme. qui n'ont pas suivi. C'est énorme. Ouais. Le pouvoir d'achat, il a morflé. Puis on va rester de toute façon avec une inflation au-delà des 3% pendant certainement encore bien longtemps. Et tu vois, pour en revenir à ce que je te disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, au niveau des taux, hein, des probabilités de l'évaluation de la continuité de la hausse des taux de M. Powell, tu vois, 80% des sondés hein, estiment que, il y aura plus. Il y aura plus voilà, De que hausse. M. Powell voilà, a terminé de la hausse des taux. Il y a encore... Alors, c'est marrant parce que ce graphique-là, c'était l'inverse il y a très exactement 2 mois. 80% des gens pensaient que, effectivement, qu'il allait continuer. Donc, bon, on verra, hein, on aura la réponse. Mais encore une fois, bon, là, il va augmenter, s'il augmente, c'est de 0,25 points de base. Donc, enfin, de 25 points de base. Donc, du coup, voilà, ce sera pas énorme. Donc ça, c'est à suivre, hein, évidemment. Tu me demandais ce qu'il fallait surveiller aussi, bien évidemment, c'est le dollar. Mhm. Le dollar qui est voilà, dans une tendance haussière. Un dollar fort ne favorise pas forcément le marché des actions. Alors là, tu vois, on a une espèce de biseau descendant. Alors c'est du mensuel, hein. Donc à voir si ce point de support ici là, est un point qui va refaire péter le dollar à la hausse. Et dans ce cas-là, pour moi, ce ne sera pas forcément très favorable. Et bien évidemment, tu vois, comme quoi on n'avait rien préparé en plus pour le coup, mais comme quoi Olivier en a parlé aussi, les PMI hein, manufacturiers qui sont revenus sur des plus bas depuis 2021. Donc ça aussi, à un moment donné, pour ça que moi je pense que ce marché-là, contrairement à ce que beaucoup disent, n'anticipe plus rien. Il attend vraiment d'être au pied du mur pour réagir, parce que sinon, Il s'il est dopé, anticipait c'est un marché vraiment, dopé, ouais. ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est un marché de flux, tout simplement, hein. Mhm. C'est un marché de flux et tu peux avoir raison et estimer que la macroéconomie, en effet, elle est dégradée. C'est vrai, hein, moi, c'est la réalité. Et ça, moi, je le dis aux abonnés depuis longtemps. La macroéconomie se dégrade même, et je trouve que même ça s'accélère là, ces dernières semaines. Pour autant, à ce stade, le marché n'en tient pas vraiment rigueur. Et voilà, alors après, on peut toujours dire qu'il anticipe le mieux de 2025 aussi. On peut aller jusqu'à 2040 aussi. On peut dire qu'il anticipe 2040 et que, Mhm. tu vois, après, bon, voilà. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement difficile. La macroéconomie est toujours extrêmement difficile à évaluer et surtout, elle n'apporte pas forcément de timing. Voilà, Ok. donc pour moi, ce sont les flux qui drivent les marchés, encore une fois. Et on en a la preuve. Voilà. Un petit pronostic pour le CAC en décembre, Tino? Euh, Dans le range? On casse par le haut, on casse par le bas, on est dans le range? Moi, je pense qu'il y aura une fausse cassure. Ou par le haut, ou par le bas. Ouais. Cassure, Je pense qu'il y aura on une fausse parle du cassure. range 7005, 7100 ou 6008, 7007? Moi, je pense qu'on va sortir du range. Le petit Moi, je ou pense. le Parce que je 7100, vais le mettre 7100? en journalier. Pour moi, on est en train de vraiment fortement. Moi, je le vois comme ça. Et même si tu dupliques cette ligne-là, tu vois, je pense que voilà, on va sortir de ce range-là. Il y a un gap qui est par là aussi, aux alentours des 7000. Donc voilà, pour moi, on va sortir du range. Pour moi, on va Mhm. sortir du range. Je D'accord. verrais plutôt en haut ou en bas, du coup. Moi, je pense qu'il y aura une fausse cassure. Je pense que soit on cassera par le haut et derrière, ce sera le signal de vente, soit on cassera par le bas et ce sera le signal d'achat. D'accord. Si on revient là, si on fait ce genre de. Attends, je vais nettoyer un peu, c'est un peu le bordel. Si on casse par le bas et qu'on vient ici, là, il faudra surveiller la réaction là parce que ce sera peut-être le signal, tu vois, et du coup, on aura une espèce de flag ici, là, et ce sera le signal d'achat. À l'inverse, je pense que si on casse ici, là, qu'on revient tester, qu'on a un échec ici, ce sera un gros signal de vente. Ouais. Voilà. Mais tu vois, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que je vais nettoyer encore, c'est que ce truc-là, en version plus longue, là, ce range-là, ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qu'on avait eu ici, là, tu vois. Ouais. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à une zone d'accumulation avec voilà, des plus hauts qui sont vendus. Et tu vois, on avait eu, alors elle est dégueulasse, mais on avait une espèce d'épaule, tête, comme ça, épaule ici sur la fin. Et on a quelque chose qui pourrait aussi ressembler à quelque chose comme ça. Donc attention quand même. Voilà. C'est pour ça que pour moi, il faut pas, pour moi, il faut pas se positionner, à part en swing,
pour de l'investissement long terme, j'ai vraiment du mal à dire aux gens c'est une opportunité de dingue, quoi. Et encore une fois, quand tu reprends le graphe mensuel, j'ai du mal à leur dire là, c'est une opportunité de dingue. Mhm. Voilà, j'ai du mal. Ok. Là, c'est Peut-être assez salé, clair. hein, mais j'ai du mal. Graphiquement, c'est assez clair, hein. Comme quoi, Graphiquement, ça. on te dit que l'analyse technique ne sert à rien, mais finalement, tu as quand même des points. Regarde le point du Covid, techniquement, c'est propre. C'est propre, c'est méga propre. Il a pas rebondi n'importe où, hein. Ah oui, Mhm. ah oui, 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 oui. Ouais. Mais tu vois, ces phases d'accumulation comme ça, elles sont rares hein, quand tu regardes le graphique là sur. Moi, j'adore ça, j'adore regarder les graphiques par le passé. Mais tu vois, cette phase-là là, d'accumulation aussi courte, c'est rare, hein. Il y en avait une ici, tu vois. D'ailleurs, moi, je m'en rappelle très bien, j'avais souffert à l'époque. Il y en avait une ici, il y en avait une là. Mais tu vois, généralement, ce sont des. Voilà, derrière, ça nous alerte quand même. Ce sont il y en avait une petite ici. Il y en avait une petite ici aussi. Ce sont des phases derrière, il y a des mouvements qui se produisent. Il y a des gros mouvements qui se produisent. Et moi, je pense qu'il y a un gros mouvement qui se prépare sur le CAC et plutôt les indices. Et aussi, même globalement, les indices. Mais encore une fois, voilà, c'est pas que je veux pas mouiller. Tu sais que je me mouille. Moi, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Avoir tort, j'ai tort toute la journée. Donc, je vis avec ma femme. Donc, j'ai l'habitude d'avoir tort. C'est pas un Ouais. problème. Ce sera Mais si tu répété, veux. amplifié et déformé. Mais si tu veux, voilà, si tu veux, j'ai du mal à vraiment là, vraiment en particulier, j'ai vraiment du mal à me prononcer. Et alors nous, sur le salon, on swing, non, on swing toute l'année, hein, marché haussier, marché baissier, marché, on swing. Mais actuellement, moi, sur le swing du salon, on a 50% d'exposition max, tu Mhm. vois. On est sur des tailles de position par position, on est entre 2,5 et 5% maximum par position, tu vois. Mhm. Voilà. Donc, c'est de là, on est dans ce que j'appelle un temps faible. Ça ne veut pas dire un temps baissier, ça veut dire un temps faible. Et je pense que c'est important de gérer ce temps faible au mieux. Voilà. Ok. Et après, je sais pas si tu peux mettre le graphe par exemple, de LVMH. Notamment, tu vois, c'est la première pondération du CAC et ça s'est vachement fragilisé sur les dernières semaines. Donc il y a ça aussi peut-être qui fait dire que s'il y a une sortie par le haut, à mon avis, comme je rejoins Tino, il y aura une prise de conso derrière. T'as Pernod Ricard aussi qui s'est fragilisé. Ouais. T'as toutes les grosses valeurs entre guillemets du luxe, enfin du luxe, de ce Bah, secteur. ouais, tu vois, LVMH, il y a encore un potentiel baissier de 5%. Parce que pour moi, on n'est pas sur le support. Alors là, il y a du rebond et Non, tout ça, mais pour moi, le support, il est un petit peu plus bas. C'est plutôt 700 jusqu'à 730, tu vois. Mais effectivement, d'ailleurs, regarde, on a pété la M200. On en avait parlé dans le forum, je crois, il y a 2 semaines. On a pété la M200, on est venu faire le pullback dessus. Et voilà, donc pour moi, c'est moyen, quoi, hein. Le graphe de LVMH, il est moyen. C'est pas mort encore, tu vois, mais c'est quand même moyen. On est sous la M10 journalière, c'est surtout la M10 hebdo. Tu vois, la M10 hebdo, on voit bien, elle s'est bien retournée quand même. Mhm. ouais. Donc, globalement, prudence. Et tu vois, même la M10 mensuelle, elle s'est retournée. Alors, ça ne veut pas dire que ça va corriger fortement, mais ce sont des temps faibles. Tu vois, généralement, en mensuel, quand on est sous la M10, tu vois, ces périodes-là, c'est des périodes. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais ce ne sont pas des périodes favorables. Tu vois. Ça peut être là Et aussi. sachant que ça représente quasiment 20% du CAC, c'est vrai que bon, voilà. La Et voilà. prudence sera de rigueur à mon avis à la rentrée, hein. Et voilà. Donc voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que tu as des valeurs, au contraire, qui se sont faites massacrer, comme Téléperformance, qui sont. Alors, quand Encore on sur regarde la en mensuel, M200, le hein, ouais. rebond, Mhm. voilà, le Abusé. rebond a l'air tout petit quand on regarde en mensuel, mais voilà, on a des valeurs qui ont dessiné des figures de congestion et qui ont cassé par le haut. Tu vois, notamment la Téléperformance, voilà, on a une petite reine, nous, sur le salon, mais tu vois, c'est des trucs qui ont beaucoup baissé. On parlait d'Adienne tout à l'heure. Bon, Adienne, on n'en est pas encore là. Pour moi, Adienne, elle construit. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a une grosse baisse sur Adienne, change journalier. Et tu vois, regarde, la réduction de la volatilité sur ces valeurs, c'est incroyable. Incroyable. Donc, c'est des trucs qu'il faut surveiller quand même, parce que, alors, ça peut repartir évidemment par le bas, ça reste une tendance baissière, mais tu vois, voilà, on voit la M10 qui capte bien les cours ici, en journalier. Attention, si ça casse par le haut, ce sont des valeurs qui peuvent reprendre ne serait-ce que 20-30%, et pour autant, ce ne sera que du rebond technique. Mais ça Ouais. peut aider le marché, tu vois. Adienne, elle est bientôt à un point d'achat, je pense, à court terme. Après, il ne faudrait pas qu'elle passe en dessous des 700. Ah oui, par Mais contre, bon, aux alentours de 730, 740, si elle y va, à mon avis, c'est intéressant parce que c'est un point. Voilà. il est là, ouais. Ouais.
toute cette zone-là, oui. Bon, on y est, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ok. Après, il faut un signal. Pour le moment, il n'y a pas de signal. C'est ça. Et puis, s'il n'y a pas de demande, s'il y a encore moins de conso sur le second semestre, c'est une des valeurs qui va être impactée aussi, quoi. Fondamentalement. Très intéressant tout ça. On conclut une action qu'on suivrait d'ici la fin de l'année. Olivier, tu as parlé pas mal des bancaires, non? Ouais. Après, si on reste sur des grosses, des big caps, je te dirais le secteur bancaire, Société Générale, qui a été. Alors, je dis beaucoup Société Générale parce que la SG, ça a été toujours la valeur, et à juste titre, décriée sur les dernières années, parce que dès qu'il y avait une histoire, elle y était. Ce qui l'a amené à une sous-valorisation par rapport aux autres, sachant que c'est déjà un secteur qui est de base un peu sous-valorisé. Maintenant qu'il y a eu un changement au management, le dirigeant Ueda qui est parti, je pense que c'est peut-être celle qui va attirer les 3 autres dans les mois à venir. Si le secteur venait continuer à performer. Ok. Aujourd'hui, à 25-26 euros, pour moi, c'est raisonnable comme prix. Elles ont publié, toutes les bancaires, des résultats records là, au dernier semestre, il y a un mois ou deux. Mhm. Tino, toi, une action? Ben écoute, historiquement, alors j'avais publié un graphe, je le retrouve pas là. J'avais publié un graphe sur pareil, la saisonnalité, mais là c'était par secteur, c'était très intéressant aussi, sur notamment le secteur des biotech. Et on l'a vu. Alors ce graphique disait qu'en gros, à partir de l'été, du second semestre plutôt, le secteur biotech, c'était là où il surperformait, contrairement au premier. Et on l'a vu sur un bon nombre de biotech, ça a bien repris, notamment sur les small caps, y compris françaises. Moi, je pense que ce phénomène-là peut continuer parce qu'on a du flux qui revient un petit peu sur ces valeurs-là. Donc à suivre. Je suis très d'accord avec toi. Hier, j'ai posé la question à David et lui n'était pas trop d'accord avec nous. Alors, ouais. Mais je suis très d'accord avec ce que tu dis, que Adosia, c'est l'arbre qui cache la forêt pour moi. Ouais. Comment ça? Que ça va Je pense que repartir. Ouais. Que les small et les biotech vont repartir. Ouais. Ah, ben déjà, ouais, bon nombre. Bon nombre, hein. Là, on a, alors les toutes petites, hein, on a du Céliade. Alors attention, hein, ce sont des trucs en grande tendance baissière. Donc on a un rebond de 20%, tu regardes le graphique mensuel, tu le vois même pas, hein, le rebond. Mais tu vois, on a des Céliades, on a Osimmuno ce matin qui a Il y a pris Bessiance 15%. hier, il y avait On a Adosia pendant tout l'été. Bessiance, Ouais, ça revient. Sanofi, c'est vachement bien repris également. C'est pas mal. Oui, donc attention, non. Alors là, ben après on peut ne pas être d'accord, mais statistiquement, ce qui est clair et net, il faudra que je retrouve le graphique, peut-être je peux le faire, mais statistiquement, le second semestre est plutôt porteur pour ce secteur-là. Voilà. Non. Après, est-ce que ça va continuer? Ça, j'en sais rien. Après, je pense que ce qu'il voulait dire, David, c'est qu'elles ont été tellement massacrées que ça reste que du robot technique. Et dans ce En cas-là, fait, ma oui. question c'était Adosia, c'est un coup isolé ou tu penses que ça pourrait entraîner tout le secteur? Bah, souvent, comme nanobiotics, ça entraîne tout le secteur. Oui, Nano, oui. Après, je rejoins ce que dit Tino, sur le second semestre, c'est plutôt positif parce que souvent, c'est des valeurs qui spéculent sur les dernières semaines de l'année. Au mois de décembre, souvent, c'est un peu la folie sur ce type de valeurs. Et après, ça rebaisse derrière en suivant au mois de janvier, février. À mon avis, c'est pas encore le retour sur les small parce que tant que les taux sont comme ça va être compliqué. Les gérants n'y vont pas. Ils te disent Ouais. tous que aujourd'hui, les Trouver small, des elles sont financements, c'est pas facile. sous-valorisées. Ouais. Financiation. Ouais, c'est vrai qu'elles sont sous-valorisées, mais tant que tu n'as pas de flux, ça ne va pas repartir. Donc, elles peuvent rester encore sous-valorisées pendant 2 ou 3 ans. Ok. Là, tu vois, je regarde le palmarès du CAC Small sur un mois, tu vois, sur le dernier mois, hein, donc sur le mois de août, grosso modo. En termes de performance, tu as évidemment Adosia qui est à 91%, tu as Nanobiotics 22%, malgré qu'elle ait beaucoup baissé, tu as Osimmuno 11%, tu as Inat Pharma 8%, Medincell 7%, donc tu vois, DBV Technologies 5%, tu as pas mal de Abivax également 4-5%, t'as pas mal de petites valeurs de petites valeurs biotech là, hein, depuis un mois et demi. Alors attention, hein, c'est du rebond technique et c'est des valeurs quand même, surtout en France, qui sont en général pas top, mais voilà, le constat est là. Oui, pour le moment, il y a des petits rebonds quand même sur ce secteur-là. Bon, à suivre. Ok. Bah merci monsieur, on a fait le tour un peu de tout, hein. Donc on a fait un petit débrief de l'été, on a essayé de se projeter vers la fin de l'année. Merci à tous, hein. Donc l'actualité Tino, c'est toujours le salon MTT.
Laros, c'est toujours la gestion de patrimoine, toujours. C'est On ça. retrouvera nos deux intervenants au salon de Barcelone au mois de novembre. Il reste encore des places, hein. Donc il y aura Tino, il y aura Olivier, il y aura Guillaume Rouvier de Hibou pour du fondamental, il y aura Julien Flo de GraphCO, il y aura Gilles Santacreux pour la robotique, il y aura évidemment Christophe, j'en oublie. David Ronan. Le grand David. Ah, David Renan, oui, je l'avais oublié lui. Oh, ça il vient, merde. David Renan, évidemment, le petit prince des biotech. Et donc n'hésitez pas à venir, hein. Je laisse tout dans la description de la vidéo. On a fait le tour de tout, c'est bon, on peut se séparer ou pas de C'est bon. regret? C'est bon pour moi. Ok, donc merci à tous. Merci Olivier d'être venu, merci Tino d'être venu. Plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On fera les mousquetaires avec Xavier, Pierre et Richard. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci, ciao à tous. Au Ciao, revoir. à bientôt. Bye bye.